13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les producteurs de café et de cacao ont choisi de se retrouver hier samedi à Yamoussoukro afin de célébrer le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement et pour son œuvre engagée depuis plusieurs années à l'amélioration de leurs conditions de vie. Une cérémonie qui s'est tenue sous la présence effective du Premier ministre et chef du gouvernement Robert Begré-Mombé. On parlera de sécurité dans ce journal de sécurité routière, surtout 7 précautions dénombrées par l'Office de sécurité routière et ses partenaires pour éviter les accidents de la route. La Semaine nationale de la sécurité routière a débuté depuis le 3 juillet. Elle en est à sa 18e édition. Dans l'actualité internationale présidentielle au Venezuela, 5 collaborateurs d'Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition à la présidentielle du 28 juillet, ont été libérés hier samedi après avoir été brièvement interpellés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec ce télégramme officiel du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui félicite son homologue président de la République de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour sa réélection à la tête de son pays. Par voie de télégramme donc, un télégramme qui dit, je cite, « Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, de même que ceux de succès continue dans l'exercice de votre haute et exaltante fonction. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer toujours de concert avec vous au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération. Un télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, madame, monsieur, toute autre chose à présent, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Un adage qui traduit parfaitement le désir de chacun de devenir propriétaire d'une maison. Mais comment y parvenir quand les moyens semblent faire défaut? La location-vente, une des solutions que propose l'État de Côte d'Ivoire pour faire face au déficit de logement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a d'ailleurs procédé jeudi dernier au lancement officiel du projet de construction de logements en location-vente et en location simple. C'était à la cité policière PAE de Yopougon. 25 000 logements sociaux seront construits dans le cadre de ce projet. Et ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous irons dans le détail de cette actualité. Et pour en parler, nous recevons ce 13h M. Célestin Koala, directeur général du logement et du cadre de vie. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors rendez-vous donc dans une demi-heure pour ensemble rentrer dans le détail des questions énoncées. Mais avant, madame, monsieur, direction à Yamoussoukro, nous le disions dans les titres, ils sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les producteurs de café et de cacao, pour célébrer le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et surtout pour toutes les actions menées dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage. Yamoussoukro, le monde paysan investit la place Jean-Paul II pour un hommage appuyé au président de la République, reconnaissant des actions et réformes en faveur de la production cacaoyère et café, et cela a raison selon leur porte-parole. De mémoire de témoin de notre histoire contemporaine, le président Alassane Ouattara est le seul qui a pris l'engagement, malgré le contexte économique mondial difficile, d'acheter le kilogramme de cacao à 1 500 francs. Heureux et fiers, les producteurs de café cacao reconnaissent les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a cessé sans cesse de consentir à leur endroit depuis son accession à la magistrature suprême, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Par conséquent, nous les producteurs de café cacao sollicitons son Excellence M. Alassane Ouattara d'être notre candidat pour l'élection présidentielle 2025. La filière café-cacao, aux côtés du président Alassane Ouattara, cela est matérialisé par un chèque de 50 millions en guise de soutien
pour la prochaine campagne électorale. Une interprofessionnalisation forte de la filière, la hausse du différentiel de ramassage et une couverture nationale en assurance, les producteurs ont aussi formulé des requêtes. L'embellie de la filière est aussi notée par le président du Conseil Café Cacao, Yves Koné Brahima, la bonne marche de la réforme et de la garantie des prix Borchamp, ainsi que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, sans oublier le recensement des producteurs et leur identification, autant de retombées dues aux efforts du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. La vision du chef de l'État que nous nous efforçons de mettre en œuvre sous son leadership nous donne de grandes espérances pour l'avenir. Il nous revient de suivre avec foi et détermination le chemin que le président de la République nous a tracé pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Les différents élans et témoignages de reconnaissance sont renforcés par l'autorité de tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, salue la mobilisation de ces paysans, mais surtout relève les initiatives gouvernementales pour la valorisation de leur corporation. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Oui, braves producteurs, c'est la toute première fois, de mémoire d'Ivoirien, que le prix Borchamp du cacao est fixé à 1500 francs le kilogramme, surtout pour une campagne intermédiaire. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour un petit producteur qui a en moyenne 3 à 4 hectares, pour un rendement moyen de 500 kg par hectare, ce dernier se retrouve avec un revenu moyen de 3 millions de francs CFA, soit un revenu mensuel de 250 000 francs, largement au-dessus du SMIC. Et ça, c'est du Alassane Ouattara. Pour l'envoyé du chef de l'État, le président de séance, Robert Begremambi, Premier ministre, l'intervention est succincte. Un maître mot au monde paysan, merci. Je voudrais vous dire merci d'avoir demandé au président Alassane d'être notre candidat, votre candidat aux prochaines élections présidentielles. Je voudrais vous remercier d'avoir payé sa caution de 50 millions avec le chèque qui est tout prêt et que nous allons encaisser pour payer sa caution. Je voudrais vous rassurer, vous avez demandé 4 choses au président Alassane Ouattara. Et croyez-nous, il va les examiner très profondément, avec beaucoup de détermination, et le moment venu, les réponses vous seront données. Je puis vous l'assurer. Je voudrais, mes frères et sœurs réunis ici aujourd'hui, dire que nous sommes heureux d'être avec vous. À Jean-Paul II, l'engagement est donc pris. Les agriculteurs et producteurs de café cacao sont décidés à accompagner par monts et vallées les initiatives du président Alassane Ouattara. Et dans le cadre de cet hommage, les producteurs café et de cacao étaient en avant, mais à leur côté, il y avait des représentants de coopératives agricoles, des chefs traditionnels qui n'ont pas manqué à leur tour d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. À tous, sans exception, ont tenu à saluer ses actions en faveur du monde agricole. Un reportage d'Abdoulaye Koné et de Richard Vao. Des drapeaux qui papillonnent, le caractère festif du moment dans un folklore bien de chez nous rappelle un événement particulier. C'est à Yamoussoukro que les 4 points cardinaux du monde agricole ivoirien ont décidé de se réunir pour démontrer leur satisfaction au chef de l'État. Nous sommes venus massivement aujourd'hui à Yamoussoukro pour pouvoir participer à cette fête et lui dire merci tous les jours, qu'il ne nous oublie pas. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il nous a gratifié en donnant le prix du cacao à 1500 francs. Vraiment, ça nous fait un baume au cœur. Voilà pourquoi nous sommes déplacés comme un seul homme depuis le Guémont avec une délégation de près de 450 personnes. Pendant la campagne intermédiaire,
il nous a donné 500 francs de plus, ce qui n'était pas évident compte tenu du contexte. Donc nous sommes venus dire merci. Nous sommes vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le monde rural et en particulier pour le producteur café cacao de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de notre travail que nous faisons et qui est accompagné par le président de la République. Nous lui disons merci pour le prix du cacao qu'il a donné à 1500 et que nous voulons lui dire d'aller plus au-delà de ça. Et avec le café, quand on parle de la labellisation, il y a un plus-value. Un balai de remerciements auquel n'échappent pas les chefs traditionnels. La reconnaissance en pays où est une vertu. Alors si nos parents, planteurs, ils sont contents des actes que pose le président de la République, alors nous sommes normalement bien placés pour les accompagner à cette cérémonie d'hommage. Nous sommes là en tant que garants, en tant que propriétaires terriens, accompagnant nos frères du centre qui ont délocalisé chez nous, qui sont planteurs. Et aussi nos parents qui sont planteurs, qui ont décidé de rendre un hommage au chef de l'État. Tous les planteurs, tous les chefs de campement, et d'ailleurs c'est eux qui font le travail. Les chefs de campement, les chefs de village se sont mobilisés pour venir lui dire merci. Et Yamoussoukro, terre d'Oufouette-Boigny, aura réussi le grand pari de la mobilisation. La Côte d'Ivoire reste de loin le premier producteur mondial de cacao, représentant près de 45% de la production mondiale. Sa production de café, bien que plus modeste, est également importante à l'échelle africaine. Une couverture réalisée par Franck Kouadio et Abdoulaye Koné de la rédaction de RTI 1. Plusieurs ambassadeurs ont pris part à une rencontre organisée par le ministère des Affaires étrangères. À son siège, la deuxième édition de la rencontre d'affaires avec les bureaux des services économiques des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la Direction générale de la diplomatie économique d'offrir un cadre de partage d'expériences entre le secteur privé ivoirien et les représentations diplomatiques dans l'optique d'un partenariat économique. Konaté Moussa. C'est un cadre de rapprochement entre le secteur privé ivoirien et le corps diplomatique. La rencontre d'affaires avec les bureaux et services économiques des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. L'activité vise à offrir des opportunités nouvelles aux entreprises ivoiriennes. Notre souhait, c'est qu'au-delà des rencontres B2B, ces rencontres B2B soient sanctionnées par des contrats, par des conventions, à tout le moins des accords de partenariat. Et après, on souhaite qu'on aille au-delà, comme disent certains, from contact to contract. Des contacts, il faut que ça se traduise en des contrats. Échange de compétences, partage d'expériences et partenariats. Pour la tutelle, le ministère en charge des Affaires étrangères. L'initiative contribue au positionnement de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Cette rencontre est une opportunité qui s'offre à nos opérateurs économiques, non seulement de faire le réseautage, mais aussi et surtout d'approfondir leurs connaissances sur les dispositions pratiques à prendre pour obtenir des débouchés extérieurs. Cette rencontre est à sa deuxième édition cette année. Elle mobilise plusieurs ambassadeurs et personnels d'ambassade, des acteurs du secteur privé ivoirien et d'autres pays. On parle de sécurité routière à présent et de ce qu'il faut faire quand il pleut et que l'on tient le volant ou que l'on est en circulation. Nous sommes en juillet et même si la saison pluvieuse tire à sa fin, les voyants orange de la vigilance doivent demeurer en éveil pour sensibiliser la sécurité routière à l'effet de réduire le nombre des accidents de la circulation. Le gouvernement a institué en 2023 la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle en est à sa 18e édition depuis le 3 juillet. Elle fait focus cette fois sur la conduite en temps de pluie, les précautions à prendre pour éviter les accidents de la route. 7 précautions au total dénombrées par l'Office de sécurité routière et ses partenaires. Léon Brou. Alcool ou téléphone au volant, excès de vitesse, en plus de ces interdits, l'OSER, l'Office de sécurité routière, conseille aux conducteurs 7 précautions pour éviter les accidents de la circulation en ces temps de pluie. Les essuie-glaces, ils doivent être fonctionnels et les balais, ils doivent être en bon état. Quand ils ne sont pas en bon état, la visibilité sera réduite. Il faudrait qu'on ait de bons pneus et de bons phares. Observer la distance de sécurité. Il faut rouler à vitesse modérée. Il faut éviter des changements de direction brusques. Sur ces mesures, l'OSER rappelle à travers le thème « Conduite en temps de pluie » les précautions à prendre à renforcer la sensibilisation du 3 au 10 juillet 2024. Une semaine nationale de la sécurité routière, la 18e, donc pour exhorter à une vigilance accrue, la pluie est un facteur d'aggravation du risque d'accident
une campagne avec les acteurs du transport. On ne peut plus se droguer pour monter au volant d'un véhicule. Nous allons veiller à cela et nous allons être permanemment en contact avec une cellule de veille de l'OSER pour signaler tous ceux qui, ma foi, nous suspectons de ne pas être lucides avant de prendre les routes. C'est le lieu pour nous de lancer encore un appel à l'ensemble des chefs d'entreprise, transporteurs, gestionnaires d'entreprise, conducteurs routiers, de toutes sortes de véhicules, pour observer le code de la route. Cet engagement au regard de l'amélioration de la sécurité routière depuis les réformes du secteur du transport, renouvellement du parc automobile, permis à point, vidéo, verbalisation et surtout Semaine nationale de la sécurité routière depuis janvier 2023. Nous avons connu par rapport à 2022 une baisse de 20% du nombre des accidents, une baisse de 44% du nombre de tués et une baisse de 30% du nombre de blessés. Nous avons eu à sensibiliser 1 104 691 conducteurs pendant les 17 éditions passées. Adhère également à la 18e Semaine nationale de la sécurité routière, la préfecture et le district autonome d'Abidjan. Reportage de Léon Brouet en toute sécurité, en toute sérénité. La Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI, a tenu son Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale Ordinaire a révélé un excédent de 2838 milliards de francs CFA contre 2322 milliards pour la précédente mandature, représentant une hausse de 22,22%. Le président du conseil d'administration annonce le renforcement du panier de soins en faveur des mutualistes. Fred Oulaï, Khalil Diomandé. Au terme de l'exercice budgétaire de 2023, les comptes affichent la bonne gestion des ressources. Le conseil d'administration de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, enregistre un excédentaire de 2 838 millions de francs CFA. Au regard de cet excédent budgétaire, cela nous a amené à demander à l'Assemblée générale de nous donner quitus pour agir dans le sens de l'amélioration des prestations au niveau du régime complémentaire obligatoire, dans le sens de l'améliorer davantage. Instrument de solidarité au service des fonctionnaires et agents de l'État, la MUGEFSI entend capitaliser ses bénéfices pour renforcer le panier des soins en faveur des mutualistes. Une étude de prise en charge des mutualistes à hauteur de 80% contre 70% en vigueur, une projection pour la MUGEFSI. Là, j'ai approuvé la répartition de l'excédent de gestion en respectant les différents pourcentages de répartition. 30% pour les réserves obligatoires, 10% pour le secours mutuel et 60% pour les investissements. Ces résultats enregistrés par la MUGEFSI sont salués par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La MUGEFSI est désormais certifiée à la norme ISO 9001 pour la qualité et à la norme ISO 27001 pour la sécurité de l'information. Performance enregistrée par la MUGEFSI, autre performance et qualité saluée cette fois dans le Poro, où 50 meilleurs fonctionnaires de cette région ont été célébrés, ont été distingués à l'occasion de la célébration des journées de la fonction publique. Ils ont été distingués pour leur contribution exemplaire à la fonction publique à Korogo. Les détails avec Ami Sissoko. Clôture des journées de la fonction publique à Korogo. Les 50 meilleurs fonctionnaires de la région du Poro sont distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique pour leur engagement et leur contribution exemplaire au service public. Ils reçoivent ici leur attestation de reconnaissance. J'ai fait 32 ans de service. Partout où j'étais, vraiment, je me suis donné dans le travail. Lorsqu'on m'a appelé étant à Abidjan, je ne croyais pas. Mais j'ai couru pour pouvoir venir assister et voir ce que je devrais avoir. Je remercie vraiment le gouvernement. Il est clair que les 300 000 fonctionnaires que nous sommes dans l'administration ivoirienne, on ne pourra pas tous prétendre à des distinctions dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Et c'est conscient de cette situation que le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a décidé que lors des journées de la fonction publique, que 50 fonctionnaires dans les 10 régions qui ont été choisies
50 fonctionnaires qui n'ont pas été décorés puissent donc bénéficier de cette décoration-là. Cette cérémonie permet une fois encore à la Direction régionale de la fonction publique et de la modernisation de l'administration d'exhorter les fonctionnaires du Poro à l'excellence. Et ce, à travers une conférence sur la performance des services publics dans le contexte de la modernisation de l'administration. Une enquête de satisfaction sur les services publics a été réalisée auprès des populations et notamment des usagers clients. Et cette enquête a souligné avec force l'insatisfaction des populations et des usagers clients. Au terme de ces 3 jours d'activité de cette 4e édition des Journées de la fonction publique à Korogo, c'est le préfet de région du Poro qui livre le message du gouvernement. Nous travaillons à actualiser notre vision stratégique et l'identification des réformes prioritaires en veillant à rendre la fonction publique plus attractive pour les jeunes talents. La journée de la fonction publique vise à valoriser les réformes entreprises par le ministère en charge de la fonction publique. On parle à présent de la journée africaine des ressources humaines qui s'est tenue à Abidjan. Au cours de cette journée, les responsables de ressources humaines ont été formés. Les participants à ce forum ont vu leur capacité renforcée sur les nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines en Afrique afin de garantir des emplois stables. Un rendez-vous qui vise de créer une synergie entre le secteur privé et public pour le développement économique de l'Afrique. Walter Amadou Ouattara. Synergie entre les secteurs publics et privés pour un développement durable du capital humain en Afrique, c'est le thème retenu pour la 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. On prit part à cette journée plus de 50 pays qui sont venus exposer leur savoir-faire en gestion des ressources humaines. Pour nous, il est essentiel et important qu'on puisse s'unir, prendre ce qu'il y a de positif dans l'ensemble des secteurs et améliorer ce qu'il y a à faire. C'est le public qui a la main et c'est le privé qui utilise la compétence. Donc si on arrive à créer la synergie, on sera tous deux acteurs de la formation initiale et même professionnelle. L'événement bénéficie de l'adhésion totale des différents participants. Il leur permet d'avoir différentes connaissances des pays africains en matière de gestion des ressources humaines. On souhaite vraiment développer les ressources humaines en Afrique avec la Côte d'Ivoire, avec les compétences ivoiriennes. Très très belle séance. Je suis vraiment enthousiaste en fait de tout ce que nous allons pouvoir échanger et pouvoir éventuellement contribuer aussi avec d'autres points de vue et pouvoir ensuite compléter et pouvoir amener vers la francophonie mondiale. Selon Euphrasi Kwasi Yao, la Côte d'Ivoire est un modèle de réussite en ce qui concerne le développement des relations humaines dans le secteur public et privé. Une édition qui veut se baser sur les questions de genre propres à l'Afrique. Une question de genre qui tient compte des performances, qui tient compte du développement, mais qui prend en compte les valeurs africaines. Nous allons jouer les compétences. L'Afrique va gagner. Et je dis merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, des panels ont porté sur des innovations et meilleures pratiques de gestion dans le domaine des ressources humaines. Une visite de stand a mis fin à cette 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. Les acteurs de l'école dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Ourodougou ont été distingués. Ils se sont illustrés par la qualité de leur travail et de leur engagement à la bonne santé du système éducatif dans la région. Didier Nguessan. Ambiance de fête au centre culturel Madegbe. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Séguéla organise une cérémonie d'honneur aux enseignants. Elle veut ainsi célébrer les acteurs du système éducatif local qui, chaque année, contribuent au développement et au rayonnement de l'école dans le Ourodougou. Aujourd'hui, nous avons organisé une cérémonie dénommée le Festidé. C'est une motivation du personnel de l'éducation nationale pour qu'ils sachent que nous pensons à eux et que dans le Ourodougou, il faut qu'ils se donnent pour travailler. Certainement qu'ils auront des mérites à la fin. Au nombre de 26, ces acteurs sont des chefs d'établissement, des inspecteurs, des directeurs régionaux, des enseignants et personnels administratifs et même des personnes de bonne volonté. Ils sont en fonction ou à la retraite. Les personnalités honorées ont reçu des diplômes, des trophées, des présents des mains du préfet de région. Je dédie donc cette récompense à
toute la communauté éducative du lycée moderne Jeunes Filles de Séguéla. Du plus petit au plus grand, ils ont su s'inscrire dans notre vision pour que nous puissions obtenir des résultats honorables. Je suis très heureux, d'autant plus heureux que je retrouve mes collaborateurs qui m'ont facilité la tâche. Et je voudrais dire sincèrement à ceux qui restent de faire correctement leur travail. C'est le lieu aussi d'en appeler au sens de responsabilité des parents d'élèves, de sorte que dans un effort conjugué, nous puissions permettre à l'école de connaître le meilleur résultat. Cette cérémonie de distinction va créer une émulation au sein des acteurs du système éducatif de Séguéla en vue d'atteindre des résultats probants. Action informative pour le Parlement local, c'est le nom d'une toute nouvelle ONG qui choisit d'accompagner les parlementaires dans leur mission de promotion des lois ivoiriennes auprès des populations. Cette ONG a effectué sa première sortie à Boundiali dans la région de la Bagoué. Le reportage à suivre maintenant. Pour leur première action terrain, les jeunes volontaires ont opté pour la proximité. C'est dans la famille d'Agnogo qu'ils sont venus expliquer certaines lois liées à la sécurité et aux droits des femmes et de la jeune fille. Nous ne pouvons pas construire une nation juste, une nation équitable, une nation qui va se développer avec des citoyens qui ne connaissent pas les lois. Donc nous appelons tout le monde de nous rejoindre dans cette mission pour qu'ensemble, citoyens ivoiriens soient vraiment informés de ces lois. Une action bien appréciée. L'initiative est très bonne. Pour moi, il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on les soutienne. Les motiver. Ce n'est pas soutenir seulement comme ça, il faut les motiver à faire leur travail. Parce qu'on en a besoin. Au cours de la conférence de presse qui a précédé cette action de terrain, les autorités ont fait la promesse d'accompagner les volontaires de l'ONG AIPL. Il faut pouvoir expliquer comment un élu local emmène une proposition de loi vers l'Assemblée. Il faut pouvoir expliquer comment le gouvernement amène donc un projet de loi qui est ensuite amendé, voté avant d'être promulgué et publié au journal officiel. Il faut pouvoir prendre le secteur du foncier urbain, expliquer aux populations le secteur du foncier rural. L'ONG AIPL, Action informative pour le Parlement local, est apolitique. Sa présentation officielle se tiendra le 7 septembre prochain à Yamoussoukro. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation dans la commune de Yopougon a célébré une messe d'action de grâce en l'honneur de son père, le père Jean-François. Cette célébration eucharistique intervient au 13e dimanche du temps ordinaire, année selon le calendrier liturgique. Les fidèles sont venus des paroisses de Couteau, d'Abou et pour exalter Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Reportage. Annoncer le Christ partout et agir en son nom à travers la célébration des sacrements. Voici l'une des missions assignées aux prêtres dans l'Église catholique. Après 10 années de vie sacerdotale, le père Jean-François Loboyon Djedje de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de l'archidiocèse de Yopougon témoigne sa reconnaissance à Dieu. C'est une joie qui m'anime d'abord d'avoir servi dans le champ du Seigneur pendant plus de 10 ans. 10 ans, ce n'est pas facile. 10 ans avec des joies, des difficultés, des peines. C'est une symphonie inachevée. À peine j'arrive, à peine je m'en vais. Mais tout compte fait, je suis près du diocèse. J'ai foi qu'un jour je reviendrai dans cette paroisse pour continuer ma mission. Occasion pour les fidèles d'exprimer leur soutien à l'homme de Dieu. Le Père de Dieu, nous, on se connaît depuis il y a maintenant 7 ans. Donc, nous sommes venus pour le soutenir. On a mal, mais c'est pas une affaire de Dieu, donc on le soutient. C'est avec émotion que nous voyons le Père Jean-François partir en mission. Et c'est ça aussi le prêtre. Le prêtre est missionnaire et il est appelé à partir partout. Ce que je retiens du Père Jean-François est que c'est un prêtre qui aime ses frères, qui aime bien être avec les autres. Et cela a démontré aujourd'hui, vu tous ceux qui sont venus de toutes les paroisses où il est passé, cela montre que c'était un homme qui est joyeux, un homme qui est proche de ses frères et sœurs. Ordonné prêtre en janvier 2014, le père Jean-François Loboyon Djedje poursuit sa mission en Guinée-Conakry pour une durée de 3 ans.
Un reportage d'Olivier Kra, commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Dans l'actualité internationale, présidentielle au Venezuela, 5 collaborateurs d'Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition à la présidentielle du 28 juillet dans le pays, ont été libérés hier samedi après avoir été brièvement interpellés. Annonce faite par les adversaires du président Nicolás Maduro. D'autant que la bataille électorale a jusque-là été marquée par des arrestations et des exclusions de la course présidentielle d'opposants que le gouvernement accuse de conspirer pour renverser l'État. Et selon un rapport de l'ONG Acceso a la Justicia, publié le 28 juin, 46 personnes liées à l'opposition ont été arrêtées au cours des 6 premiers mois de 2024. Et puis au Népal, des pluies torrentielles provoquent des crues soudaines et des glissements de terrain. Ces pluies ont tué au moins 14 personnes dans le pays et 9 personnes sont portées disparues. Des inondations en Inde voisine ainsi qu'au Bangladesh ont également causé des dégâts considérables et touché des millions de personnes. Place à présent au magazine de cette édition qui fait focus sur le programme d'urgence de construction de 25 000 logements sociaux en location-vente et en location simple. Programme, rappelons-le, lancé par le Premier ministre jeudi dernier à la caserne policière BAE de Yopougon. 20 000 logements en immeuble R+9 seront construits à Abidjan, 5 000 en immeuble R+4 à l'intérieur du pays. Nous irons dans le détail de ce programme avec notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, Monsieur Célestin Kowala, directeur général du logement et du cadre de vie. Bonjour monsieur, merci de nous rejoindre à nouveau sur ce bureau. Sur ce plateau, pardon. Bonjour, M. Guivi. Alors avec vous, donc, nous allons aborder la question, mais avant toute forme de questionnement, eh bien, regardons ensemble cet élément de notre reporter Jean-Louis Mango qui nous dresse le cadre de ce programme. 25 000 logements, dont 20 000 en immeuble R+9 dans le district d'Abidjan et 5 000 en immeuble R+4 à l'intérieur du pays. Le premier coup de pioche du programme d'urgence des 25 000 logements en location-vente et location simple a été donné par le Premier ministre Robert Begremambé jeudi dernier. À Abidjan et banlieue, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, où ce programme sera réalisé, ces logements seront répartis comme suit. 30% cédés en vente directe, 50% en location-vente sur 15 à 25 ans et 20% en location simple. Le coût global du projet étant estimé à quelques 500 milliards de francs CFA. Le programme de construction de logements sociaux et économiques a connu une forte évolution au cours de ces dernières années, grâce notamment à une réforme du secteur du logement, la création d'un fonds de garantie du logement social et la réintroduction de la location-vente. Et cet environnement plus attractif a permis la finalisation de nombreux projets. Avec le programme d'urgence de construction de ces 25 000 logements, c'est le retour aux offres de logements en location-vente et en location simple nécessaires pour l'atteinte de la cible réelle de la politique sociale du gouvernement. Alors, monsieur le directeur général du logement et du cadre de vie, 25 000 logements bientôt construits. Que vous inspire cet élément réalisé par notre reporter Jean-Luc Bongo? Très rapidement. Je voudrais déjà vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'expliquer à nos compatriotes le contenu réel de cette profonde mutation, de cette mutation significative et décisive qui consiste pour notre pays à revenir à la location vente et à la location simple. C'est l'occasion naturellement de remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a été une oreille attentive dans le cadre de la relance de ce programme de location vente et de location, mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement qui ont apporté leur appui, leur solidarité à notre ministre le jeudi dernier. Il s'agit effectivement de la question de la relance. Nous allons tout changer. On parle de mutation significative et profonde parce que anciennement, le programme faisait de l'accès direct à la propriété. Aujourd'hui, il s'agit de repartir dans la location-vente. Le modèle économique a donc été totalement changé. L'État de Côte d'Ivoire va participer davantage au financement du programme pour permettre cette relance de la location-vente-là. Mais également, la cible. La cible va changer fondamentalement, puisque les 30 000 logements que nous avons produits, c'est essentiellement 20% des Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui sont bancarisés, qui ont pu accéder à ces logements-là. Il s'agit aujourd'hui d'adresser la question de 80% des travailleurs ivoiriens qui sont dans le secteur informel, qui ne sont pas bancarisés, donc n'ont pas de compte bancaire. Il s'agit simplement de la maman qui vend au marché Gouraud, de la tante qui vend au marché Cocovico de Cocody ou d'Abobo, du frère qui a un magasin de vente de pièces détachées à la case d'Abobo, ou même de la sœur qui a un salon de coiffure ou un salon de couture à Yopougon-Selmer, etc. C'est tous ces Ivoiriens-là qui constituent 80%
des travailleurs qui ne sont pas à la banque, eh bien, qui vont avoir accès prioritairement à ce système de location-vente qui est tout nouveau. Mais il s'agit surtout de soustraire les Ivoiriens de la pression bancaire, de la pression des banques, du crédit hypothécaire, qui constitue une charge énorme. Mais en même temps, de soulager nos banques aussi qui, au-delà de la bonne volonté d'aider nos compatriotes à acquérir un logement, sont sous la contrainte des ratios prudentiels de la BCEAO qui compliquent davantage l'acquisition, l'accession par le crédit acquéreur. C'est de tout ça qu'il s'agit aujourd'hui, mais aussi de regarder la question des loyers. C'est essentiel. De quoi s'agit-il ? Il s'agit entre autres aussi de faire en sorte que les loyers puissent baisser au maximum. Le Premier ministre l'a dit, eh bien, il faudra que les Ivoiriens puissent payer leur loyer. Mais nous ne sommes pas inquiets. Toutes les simulations et tous les calculs ont été faits. Il appartiendra donc à notre patron, M. le ministre de la Construction, d'annoncer le coût de ces loyers en location-vente. Je voudrais dire simplement, pour répéter le Premier ministre, qu'il faut que les Ivoiriens s'apprêtent également à payer ces loyers pour la simple raison que c'est cela qui permettra à notre pays de rembourser les emprunts qui ont été faits, mais surtout, comme on dit techniquement chez nous, de rendre le projet réplicable. La question de la réplicabilité du projet est une question essentielle. Mais nous sommes confiants, nous avons confiance aux Ivoiriens, nos compatriotes sont sérieux, ils paient régulièrement leur loyer et donc nous n'avons pas de souci à ce niveau. Et parlons justement de dispositions qui ont été prises. Comment est-ce que vous comptez réussir à atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés ? Parlons justement de la sélection de ces personnes qui pourraient avoir accès à ces logements. Alors, on a parlé tout à l'heure de mutation profonde parce qu'effectivement, la sélection sera fondamentalement différente. En quoi consistera cette sélection ? Alors, le ministre Bruno Nabagné-Koné a pris un arrêté, c'est le 0030 MCU DGLCV du 24 juin 2024, qui porte sur la création, l'organisation, le fonctionnement de la Commission nationale d'attribution des logements sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour acquérir un logement social, eh bien, ce ne sera plus une commerciale dans le bureau d'un promoteur immobilier qui décidera si oui ou non vous avez accès au logement ou pas. Non, c'est quand même des milliards que l'État de Côte d'Ivoire a engloutis et continue d'injecter de façon directe, parfois ou de façon indirecte dans le programme des logements sociaux. Cet arrêté permettra donc d'insérer dans une commission 11 institutions de l'État, 17 membres. Mais surtout, l'innovation, c'est que, par exemple, les associations de consommateurs seront membres de cette commission nationale d'attribution-là, qui aura pour rôle essentiel de recueillir les demandes, de prioriser les demandes. Prioriser les demandes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en avant les Ivoiriens du secteur informel, comme je le disais tout à l'heure, mettre en avant les Ivoiriens qui, dans le premier programme, avaient souscrit, mais n'ont pas pu avoir de logement. D'analyser les dossiers et tout naturellement de sortir la liste définitive des Ivoiriens qui auront accès à ces nouveaux logements qui vont être construits. C'est ça la commission, mais c'est aussi et surtout à l'attention de nos compatriotes. En termes de démarrage, les dépôts de dossiers vont se faire à l'Agence nationale de l'habitat. C'est là-bas qu'on peut déjà commencer à déposer ces dossiers, puisque la commission est créée, elle va commencer à fonctionner dès la fin des premiers chantiers. Mais dire également que la commission va regarder de très près les critères de sélection. Ne craignez-vous pas qu'il y ait quelques chevauchements en matière d'analyse et de décision sur les dossiers qui seront soumis au regard justement de la qualité de toutes ces personnes qui constitueront justement cette commission ? Non, nous sommes très très à l'aise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un environnement qui est différent parce que anciennement, chez le promoteur immobilier, il y avait la question du respect des critères de sélection, mais ils n'étaient pas suffisamment outillés. Une commerciale à elle seule, j'avais dit, a quasiment la liberté de, entre guillemets, de choisir si oui ou non vous respectez les critères. Là, c'est complètement différent. C'est quand même 17 membres. Vous avez votre dossier qui est analysé par 17 membres d'une commission dans laquelle vous trouvez le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, les ministères partenaires tels que l'économie, les finances, le budget, etc., le ministère du Commerce, etc., la fonction publique, pour adresser aussi la question de nos compatriotes qui sont fonctionnaires. Je pense que tous ces membres-là mis ensemble, le regard extérieur des associations de consommateurs, par exemple, dans cette commission, de mon point de vue, nous permettra de sélectionner vraiment de façon rigoureuse. Alors, monsieur le directeur général, les Ivoiriens qu'on doit... Dites-nous, comment est-ce qu'on pourra justement souscrire à ces opérations ? Préparer son dossier, d'abord quelles sont les pièces ou les documents requis pour justement aspirer à bénéficier de ces logements. Est-ce qu'on peut déjà avoir une liste justement de tous ces documents qu'il faudra préparer pour que les gens puissent déjà se préparer à souscrire à ces opérations ? Est-ce que c'est possible ? Sur le M. le Premier ministre a quasiment répondu à cette question. Il s'agit, dans le cas de la location-vente, de simplifier au maximum les choses.
Il y a 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Les critères de sélection. Premièrement, naturellement, il faut être ivoirien. Si vous êtes un couple, ne pas avoir plus de 400 000 francs de revenus. Et troisièmement, être ce qu'on appelle techniquement un primo-accédant. C'est-à-dire que la preuve est faite que c'est vraiment votre première maison. Ça, ce sont les critères de sélection. La deuxième chose, c'est les pièces. Eh bien, en attendant que cette liste ne soit définitive, je voudrais dire qu'il s'agira essentiellement de très peu de documents. Très peu de documents. Ça va être essentiellement votre pièce d'identité, naturellement, et probablement un document attestant que vous avez des revenus. Pas un bulletin de salaire, mais un document attestant simplement que vous avez des revenus. En ce qui concerne les dossiers à fournir. Et puis, la dernière chose, c'est comme l'a dit son Excellence le Premier ministre, il s'agira de payer un montant modique qui sera fixé par le ministère, par Monsieur le ministre, pour avoir accès directement. Donc, il n'y a plus de crédit bancaire. C'est ça qui est fondamental. Vous n'avez plus besoin d'avoir un bulletin de salaire, d'aller à la banque pour prendre un crédit hypothécaire, etc. Il n'y a plus tout ça. Alors, Monsieur le Directeur Général, dites-nous, qu'est-ce qui nous garantit le succès total de cette opération, contrairement aux opérations de logements sociaux que nous avons connues les années antérieures? La raison est simple. Quelques années avant que nos 30 ans en arrière, la SICOGI et la SOGEFIA avaient réussi cet exercice. C'était de la location-vente. C'est pour cela que ça avait marché. Nous avons tiré les leçons de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est qu'au risque de me répéter, les 30 000 logements qui ont été construits ont été acquis par 20% des Ivoiriens. C'est ceux qui ont un bulletin de salaire, ceux qui peuvent aller à la banque, prendre un crédit hypothécaire, présenter suffisamment de garanties. On sort complètement de ce processus. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. Vous n'avez plus besoin d'avoir un bulletin de salaire. Vous n'avez plus besoin d'avoir un crédit hypothécaire. Je pense qu'à partir du moment où on soustrait les Ivoiriens de cette pression, naturellement, on a plus de chances de réussir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est destiné dorénavant à tous nos compatriotes. Et quelles sont les catégories de personnes qui n'auront pas droit à ces logements? Dites-nous. Il faut pas... Si on parle de sélection, c'est qu'il y a forcément des élus et il y en a qui ne pourront pas en bénéficier. Quelle est la catégorie d'Ivoiriens ou de personnes qui ne pourront pas bénéficier de ces logements? Alors, il faut de ce point de vue-là retenir deux critères majeurs. Le premier, c'est qu'il faut être un primo-accédant. C'est-à-dire que vous n'avez jamais bénéficié d'une maison, de l'État, naturellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes, par exemple, en ménage, il ne faut pas que le couple ait plus de 400 000 francs par mois. Ça, c'est la deuxième condition importante. Voici les deux critères essentiels. Mais je dis, et je répète, et c'est ce que je voudrais que nos compatriotes retiennent, il s'agira des Ivoiriens prioritairement du secteur informel. Tous ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir un crédit hypothécaire. C'est ça le jeu. Parce que ceux qui peuvent aller dans une banque aujourd'hui pour acheter une maison, c'est ceux qui ont un bulletin de salaire, c'est ceux qui ont un compte bancaire. Nous sommes partis du principe que même si tout le monde ne peut pas acheter une maison, mais tout le monde loue une maison. L'idée, c'est de dire, tous les Ivoiriens capables de payer un loyer par mois, dorénavant, ils vont payer ces loyers-là à travers le programme qui sera mis en œuvre sur 20 ans, sur 25 ans, et ils deviennent propriétaires de ces logements-là. On est donc convaincus qu'on va toucher la majorité des Ivoiriens. Alors, de quel délai disposent les promoteurs immobiliers, justement, engagés dans le processus de construction de ces maisons? Alors, c'est complètement différent. Il n'y a pas de promoteur cette fois-ci. Il y a l'État qui a fait un emprunt avec la BADEA et d'autres bailleurs, on aura l'occasion de revenir là-dessus, qui va donc sélectionner par appel d'offres, c'est déjà fait, sur Roubat, sur le site de la BAE, pour réaliser une première tranche de 800 logements, mais un total de 2680 appartements à la BAE. À la BAE. Et voilà. Alors, donc, l'État de Côte d'Ivoire, à travers cet emprunt qui est rétrocédé à l'Agence nationale de l'habitat, va donc, après avoir sélectionné l'entreprise, payer directement les entreprises. Ceux qui sont du domaine savent de quoi je suis en train de parler. Il s'agit simplement d'attachement, de décompte, de facturation, etc. L'entreprise est payée directement. Elle n'est pas concernée par les questions foncières, les questions de commercialisation, les questions de VRD, etc. Et donc, vous n'avez pas de promoteur. Vous avez l'État, une entreprise, et vous avez l'Agence nationale de l'habitat, à qui le crédit a été rétrocédé. L'Agence nationale de l'habitat devient donc le propriétaire de tous ces immeubles, de ce parc immobilier. Et l'Agence nationale de l'habitat, c'est une société sous tutelle de l'État. Ces appartements étant donc un bien de l'État, naturellement, nous pouvons fixer les loyers et les Ivoiriens peuvent y accéder directement. Il n'y a donc aucune crainte à avoir sur un respect quelconque d'un calendrier éventuel, d'un éventuel calendrier. Nous sommes très à l'aise puisque le Premier ministre a attiré notre attention sur le fait qu'il sera lui-même régulièrement présent sur les chantiers. Nous sommes d'autant plus à l'aise que toutes les missions de contrôle ont déjà été déployées, le BNED, CIEnergie, l'ONAD, l'ONEP, etc.
Les travaux ont commencé avec environ 80% de taux d'avancement des travaux de terrassement. Les panneaux de chantier sont installés, la base vie est installée, etc. Les travaux concernant l'enlèvement des terres végétales, etc. Toutes ces petites choses qui portent sur le début d'un chantier ont commencé et nous sommes d'autant plus à l'aise que cette fois-ci, ce n'est pas un promoteur qui décaisse. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous donner le détail de la construction de ces logements selon les villes qui ont été justement identifiées ? Alors, il s'agit de 25 000 logements, dont 20 000 à Abidjan, 5 000 à l'intérieur du pays. Sur les 20 000, la première tranche à Abidjan, à BAE, nous avons 2 680 logements. Sur les 2 680 logements, il y a 800 appartements qui ont commencé maintenant. Ensuite, nous avons un deuxième terrain qui est à la zone industrielle de Yopougon, sur lequel nous allons réaliser environ 1200 appartements. Puis nous avons un troisième terrain qui est à Yopougon, à Tengué plutôt, à Coupezedi, PK24, où nous allons réaliser exactement 2380 logements. Mais le plus intéressant, c'est que nous sommes déployés également à l'intérieur du pays. C'est pour cela qu'à Korogo, au quartier Katoufi, nous allons réaliser 480 logements. À Yamsokro, à Morofé, nous allons réaliser 420 logements. À Bouaké, à Ouyansou, 2 extensions, nous allons construire 960 appartements. Et puis enfin, nous serons également à San Pedro, à Sonouko, où il est également prévu 480 logements en location-vente dans le cadre de ce programme. Monsieur le directeur général, très rapidement, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui nous suivent avec attention et qui ont besoin justement de se sentir assurés quant à l'effectivité des fruits que portera cette opération. Est-ce que vous avez quelques mots pour eux particuliers ? Oui, il y a 2 choses essentielles. Le Premier ministre l'a annoncé. Dans les 2 mois qui viennent, nous allons faire un petit test, n'est-ce pas, de mise en location-vente d'environ 400 appartements. D'environ 400 appartements qui sont quasiment prêts. Et nous allons démarrer, comme je l'ai dit, la construction des 800 premiers appartements. Je voudrais rassurer les Ivoiriens sur un point essentiel que je répète et que je voudrais redire. Vous n'avez plus besoin de crédit bancaire. Plus besoin de crédit bancaire. Ce n'est plus nécessaire. Vous aurez droit à une clé directement. Vous serez sélectionné par une commission nationale créée par le ministère, dans laquelle il y a suffisamment de garanties, qui va vous donner une clé et qui vous permettra d'accéder directement à votre maison que vous paierez chaque mois sur 20 ans. Merci à vous, monsieur le directeur général du logement du Cadre d'Avis, monsieur Célestin Kouala, que nous recevions ce 13h dans le cadre du magazine ce dimanche. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Ce 13h, nous avons parlé justement du lancement officiel du projet de construction de logements en location-vente et en location simple. 25 000 logements sociaux qui seront construits dans le cadre de ce projet. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.